La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. Le bilan humain est catastrophique. On comptabilise 60 à 80 millions de morts, dont 6 millions de juifs, ainsi que 220 000 tziganes. Cette guerre a marqué les esprits, mais aussi l'histoire du cinéma. La Seconde Guerre mondiale est marquée par énormément de désinformation, mais aussi énormément de propagande. Et justement, lors de la Seconde Guerre mondiale, on essaye par tous les moyens d'influencer la population. Plusieurs moyens vont être mis en place, comme des affiches, ou encore des articles dans les journaux, mais aussi on va utiliser le grand écran, puisqu'il est beaucoup plus simple d'influencer quelqu'un à travers l'image. À l'époque, c'est pas du tout la télévision qui va contribuer à cette propagande, puisque la télévision, elle, fait son apparition dans les tout premiers foyers dans les années 50. Alors comment vous dire que le seul moyen de diffuser sur grand écran, c'est le cinéma. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, le cinéma va énormément contribuer à la propagande. Et bien sûr, il faut trouver des personnes compétentes pour réaliser ces films de propagande. Et aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler d'une personne en particulier. Cette femme a vécu plus de 100 ans, et au cours de sa vie, elle a trompé beaucoup de gens, mais se jugeant non responsable de tous ses actes. Cette femme, c'est Leni Riefenstahl, de son vrai nom Hélène Riefenstahl. Leni n'est pas une femme comme les autres, elle va jouer un rôle très important lors de la Seconde Guerre mondiale. Son rôle, c'est de devenir réalisatrice pour le régime nazi. Elle va permettre au régime nazi d'établir et d'étendre une grande propagande sur la population. Et je trouvais qu'il était super important de parler de cette femme parce que pour moi, elle a marqué l'histoire du cinéma. Le début de sa notoriété. Leni est née le 22 août 1902 à Berlin, de l'union d'Alfred Theodor Paul Riefenstahl, un fonctionnaire devenu propriétaire d'une florissante entreprise de plomberie, et de sa mère Bertha Ida Schlerlach. Désolée si j'ai mal prononcé son nom, je suis vraiment une merde en allemand. Il faut que vous attendiez à ça dans la vidéo, je vous le dis tout de suite. Ainsi, elle va grandir dans une famille où l'argent ne manque pas vraiment. Elle va pas connaître ce que c'est la pauvreté. Et cet argent, ça va lui permettre aussi de faire plusieurs activités artistiques et sportives. Tout d'abord, en 1914, elle devient membre d'un club sportif de natation. Et sans l'autorisation de son père, elle va s'inscrire dans une fédération de gymnastique. Et ça va lui permettre d'avoir ses premiers contacts dans le monde de la célébrité, si je peux dire ça comme ça. Puisque à travers la gymnastique, elle va tomber amoureuse de la danse. En effet, à partir de 1918, elle va se découvrir une réelle passion pour cette discipline qui va la faire connaître. À travers la danse classique, mais aussi la danse moderne. Elle connaît un immense succès. Elle commence direct une tournée à l'âge de 18 ans. Cependant, sa carrière cesse très vite, après une blessure au genou lors d'un récital de danse à Prague. Malheureusement, elle ne peut plus faire de danse, donc elle essaie de se tourner vers un autre art. Et l'art qui va l'intéresser, c'est le cinéma. Mais en même temps, qui n'aime pas le cinéma ? Mais dites-le moi ! En 1926, elle est découverte par Arnold Fanck, qui va lui confier son tout premier rôle dans le film La Montagne Sacrée. Ça va fonctionner et elle va aussi augmenter sa popularité en jouant des rôles principaux dans d'autres films, comme Le Grand Saut, L'Enfer Blanc du Pis Palu, Tempête sur le Mont Blanc et encore plein d'autres. Mais ce qui est important de remarquer, c'est que tous ces films tournent autour de la thématique de la montagne. Ainsi, elle va apprendre à faire du ski et à faire de l'alpinisme. Et ça, on va pas se mentir que ce sont des expériences formidables à vivre. Séduction auprès du Troisième Reich. Sa notoriété et son jeu d'acteur vont énormément séduire. Et le 1er septembre 1929, la personne qui va être séduite, c'est le futur ministre de la propagande du Troisième Reich, Joseph Goebbels. Il tombe réellement sous son charme et n'hésite surtout pas à le marquer dans son carnet. Son carnet qui est une preuve inévitable de tout ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, dont le fait que Leni Riefenstahl avait, à ce qui paraît, des tout petits contacts avec les nazis. Enfin bon, dans ce journal, il n'hésite surtout pas à faire des louanges sur notre chère et tendre Leni, la décrivant comme une merveilleuse enfant, pleine de grâce et de charme dès la première fois qu'il l'a vue dans le film. Il l'apprécie tellement qu'il souhaite la rencontrer. Et cette première rencontre va se réaliser le 3 novembre 1932, à l'hôtel Kaiserhof, le lieu de résidence habituel d'Adolf Hitler à Berlin. La même nuit, elle va danser plus tard chez Joseph Goebbels, accompagnée du Führer. Pourquoi pas, une petite danse, ça fait toujours plaisir à tout le monde. Et on peut dire que cet événement, c'est vraiment la première et réelle connexion entre elle et le Führer, c'est-à-dire une connexion directe avec le leader du Troisième Reich.
Début de la réalisation. Là, depuis tout à l'heure, je vous parle d'elle en tant qu'actrice, en tant que danseuse, mais pas encore en tant que réalisatrice. Le fait qu'elle travaille avec Arnold Fanck, ça va commencer à lui titiller dans la tête le fait de devenir réalisatrice. Elle décide même de fonder sa propre société de production, la Leni Riefenstahl Productions. Ainsi, elle réalise en 1932 son tout premier film, La Lumière Bleue. Mais pour ce film, ce n'est pas la seule réalisatrice. Elle va réaliser ce film avec 2 autres personnes, Bela Ballas et Karl Mayer, des réalisateurs qui sont juifs. Et il est super important de souligner ce petit détail, vous allez comprendre pourquoi. Il faut savoir tout d'abord qu'elle était au tout début membre du parti communiste allemand. Mais elle va arracher sa carte et va commencer à suivre la politique d'Hitler. En effet, avec les lois anti-juives en 1933 qui sont appliquées, elle va faire quelque chose de tout à fait dégueulasse. Franchement, il n'y a pas de terme. C'est horrible. Méchant. Connasse. Elle va supprimer du générique ses 2 co-réalisateurs. Puisque comme je vous ai dit, ils étaient juifs. Et donc elle va s'attribuer tous les mérites du film, en disant que eux n'ont pas du tout contribué, donc pourquoi voir leur nom dans le générique? Et grâce à ce film, elle va connaître vraiment l'admiration de Goebbels, qui va lui donner alors le titre de cinéaste du Troisième Reich, comme je vous ai expliqué juste avant. Et bien sûr, elle va attirer l'attention du Führer. Et ça, c'est le début de la réalisation et de sa participation pour le Troisième Reich. Réalisation de la propagande. Après une expédition au Groenland et son rôle dans SOS Iceberg sorti en 1933, elle commence enfin sa collaboration avec le Parti national socialiste. Tout d'abord, Hitler la désigne avec Albert Speer pour filmer les rassemblements du parti au Reichsparteigeland à Nuremberg. Désolée, j'ai pas su le dire, je suis désolée. Et donc à ce moment-là, on remarque tout de suite quand même qu'elle est super investie quand même dans le parti, c'est-à-dire qu'elle va un petit peu suivre les idéaux. On va remarquer cette propagande parce que le fait de filmer bien sûr le rassemblement du parti, c'est pour qu'après la population puisse regarder ces rassemblements sans être présent lors de l'événement, pour comprendre les idées et suivre les idées du parti. Le but de filmer ces rassemblements, c'est pas de garder des souvenirs, mais c'est bien sûr de faire de la propagande, donc elle est totalement, mais totalement actrice et, je suis désolée, mais responsable de la diffusion des idées nazies. Oui, je vais prendre parti dans cette vidéo, je vous le dis tout de suite, il faut le savoir. Elle va également réaliser des documentaires qui vont faire énormément fureur à l'époque. Fureur... comme le plus célèbre qui est Le Triomphe de la Volonté, sorti en 1934. Pour ce tournage, elle va mobiliser plus de 16 équipes de tournage, c'est-à-dire plus de 100 personnes, et impressionnant plus de 60 heures de pellicule. Cette œuvre met en avant l'unité du parti autour du chef, ici Hitler, en alternant les images à un rythme inattendu et en rompant avec le déroulement chronologique du rassemblement. Le placement des caméras, l'éclairage, tout est là pour créer une ambiance mystique autour du Führer. Et bien sûr de convertir tout le monde au parti. Mais aussi on a la musique qui met en valeur les symboles du Troisième Reich. Cette œuvre va obtenir le prix du film allemand en 1934, ainsi que la coupe Mussolini à la Mostra de Venise, que j'ai déjà parlé dans une vidéo lorsque je vous ai parlé justement de l'histoire du Festival de Cannes. Allez la voir, elle est super cool. Mais il n'y a pas que cette œuvre qui va obtenir cette dernière récompense, il y a aussi Les Dieux du Stade, un documentaire sur les JO de Berlin. Leni Riefenstahl va mettre en œuvre beaucoup de techniques qui vont permettre de filmer les épreuves. Le montage à lui tout seul va durer jusqu'à 18 mois de travail, avec beaucoup d'images montrant la virilité des athlètes allemands, l'esthétique des corps masculins, mais aussi la force martiale, à travers des travelling, de la caméra sur grue, mais aussi de la caméra sous-marine. Vraiment, on va retrouver beaucoup de techniques de réalisation qui sont super intéressantes, mais pas du tout pour un bon registre. Comme je vous ai dit, à travers ces films, on essaye d'endoctriner toute la population au parti. C'est pas fou, on est d'accord, il y a mieux comme message à faire passer. Il faut savoir tout de même, et c'est quand même assez drôle, que la première projection du film Les Dieux du Stade, c'est lors de l'anniversaire du Führer, le 20 avril 1938. Ça montre encore plus l'importance et le message qu'on essaie de faire passer à travers le film. Même la date, ça signifie quelque chose, vous voyez le truc. Une brouille avec le parti. Le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale est déclarée. Pour rappel, tout ce que je vous ai parlé avant, ça se passe avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Leni a su séduire le monde politique à travers la puissance propagandiste de ses films. En 1933, elle est carrément convoquée par Mussolini pour parler d'un projet audiovisuel.
toujours pour endoctriner la population, je le rappelle. Elle me dit qu'elle n'a pas de responsabilité, comment ça? Mais malheureusement, cette collaboration va vite s'arrêter. Tout d'abord, elle va refuser de créer un projet pour Goebbels, qui va alors ordonner le 6 novembre 1936 qu'on ne donne plus du tout d'argent à sa société. Il faut savoir, c'est qu'elle va aller se plaindre à Dodolphe. Et alors elle va finir par réaliser seulement pour lui. Elle ne va plus du tout passer par Goebbels. Mais attendez, c'est pas tout, c'est que malheureusement, quelque chose va encore plus arrêter sa collaboration avec le parti. Les idées nazies, il y en a une, ça va pas du tout lui plaire, surtout quand ça touche à l'art, quoi. Quand le Führer décide de qualifier les œuvres d'art moderne d'œuvres de dégénérés, ça va pas du tout lui plaire. Oui, parce qu'elle se considère comme une artiste d'œuvres d'art moderne, donc ça va pas trop lui plaire, quoi. Donc à ce moment-là, elle va se rendre compte que les idées nazies c'est pas tip top, et va donc décider de s'éloigner du rang des nazis. Elle écrit même un jour dans son journal: incapable d'aucun jugement en politique, j'étais très concernée et compétente pour tout ce qui touchait à l'art. Pour la première fois, je prenais conscience de l'énormité des erreurs possibles de Hitler. Son rôle dans la Seconde Guerre mondiale. Pensez-vous réellement qu'elle allait s'arrêter ? Eh bien non, désolé de vous le dire. Le Führer va la nommer personnellement en septembre 1939 cinéaste correspondante en Pologne, avec la Sonderfilm Troupe Riefenstahl. Cette équipe est composée de 6 membres, ainsi que 2 véhicules qui sont eux-mêmes équipés de caméras. Caméras, matériel de son et encore plein d'autres choses pour permettre de réaliser un film en Pologne. Pour moi c'est inévitable, elle a été témoin d'horreur de la guerre. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est lors de la réalisation du film Tiefland. Comme ça, Tiefland, ça a l'air sympa, tu vois, c'est un film, c'est cool et tout, voilà. Mais par contre, l'histoire du tournage, c'est moins fou, on va pas se le cacher. Son lieu de tournage est le camp de Salzbourg. Elle va forcer 60 détenus, dont des enfants, à être figurants dans son film, en leur promettant que, bien sûr, ils vont être relâchés s'ils jouent dans son film. Quand je vous dis que c'est un mensonge, bah c'est vrai, parce que ces détenus, ils vont être envoyés au camp de Auschwitz-Birkenau. Vous savez, le camp d'extermination, le camp de la mort. Donc on peut dire qu'ils ont été éradiqués afin de ne pas témoigner sur leurs conditions de tournage, mais sûrement aussi pour ne pas témoigner de leurs conditions dans les camps de concentration. Son sort après la Seconde Guerre mondiale. J'avais vraiment envie de parler de son rôle dans la propagande nazie à travers le cinéma. Mais il est aussi super important de parler de son sort après cette guerre d'anéantissement, qui a marqué énormément d'esprits et pour lesquels il faut rendre justice. Comme par exemple à la famille des 60 détenus qui ont été envoyés au camp d'Auschwitz-Birkenau. Non, après tout. Déception, totale. Déception. Elle est arrêtée par les Américains dès 1945 lors de la Libération, pour suspicion d'avoir travaillé avec Eichmann sur le tournage d'un film sur le ghetto de Varsovie. Youpi! Ainsi que bien sûr d'avoir participé à la propagande nazie. Mais vous savez quoi? Le 3 juin, aucune charge n'est retenue contre elle. Elle est relâchée vers la zone d'occupation militaire française de l'Allemagne. Une grande déception pour toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale. Son procès commence enfin le 1er décembre 1948. On va lui demander d'identifier à partir de bobines de films allemands les responsables nazis. On va également revenir sur ces 60 déportés, où elle avait faussement promis leur libération. Mais malheureusement, elle est acquittée sans problème par les autorités françaises, qui vont la déclarer non concernée par les lois de dénazification. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est super dur de savoir qui est réellement coupable dans cette guerre. Cette femme a su influencer par son art la population allemande, impressionnant le ministre de la propagande, mais également le dirigeant du Troisième Reich. Elle a profité sans aucune gêne de ses privilèges délivrés par Hitler. Utiliser des prisonniers, filmer des camps. Elle a été vraiment témoin de l'horreur de cette guerre, mais sans rien faire pour autant. Mais cette femme, elle a réussi à échapper au sort décerné aux criminels de la Seconde Guerre mondiale. Elle se défendra en disant qu'elle était, comme 90% de la population allemande, obligée de suivre les obligations des Allemands, exécutant les ordres afin de survivre. Mais aussi, on remarque que tout ce qu'elle a pu faire, c'était pour enrichir sa carrière, réussir dans le cinéma, un milieu où la femme n'avait guère de place à l'époque. Un documentaire Leni Riefenstahl, La lumière et les ondes permet à chacun de fixer son avis sur cette réalisatrice. Je vous avoue que moi ma vidéo était très tournée sur le fait que oui, elle est criminelle. Elle est responsable de ses actes et elle en était consciente. Parce que pour moi la preuve inévitable c'est le film Tiefland. Comment peut-elle se dire irresponsable alors qu'elle a choisi elle-même les déportés et qu'elle leur a promis bien sûr leur libération? Elle savait ce qu'ils étaient en train de vivre et pourtant elle ne les a pas sauvés. Et bien sûr dans ces acteurs, elle aurait pu choisir autre chose que des enfants. Après, on n'était pas forcément là lors du tournage.
Ce que je veux dire, c'est que oui, peut-être, elle a pas pu choisir parfaitement les gens qu'elle voulait dans son film. Mais pour moi, elle avait aussi énormément conscience de son rôle dans la propagande nazie. Elle savait qu'elle était en train de divulguer les idéologies nazies. En tout cas, comme je vous ai dit, créez-vous votre propre opinion. Renseignez-vous, documentez-vous, allez-y, n'hésitez pas. Mais moi, en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de vous parler d'elle dans cette vidéo. Et même d'avoir fait cette vidéo en général, parce que c'est quand même cool de parler de la Seconde Guerre mondiale et du cinéma en même temps. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours de votre part. Ça me permet toujours de m'améliorer et c'est vraiment super cool. Je vous remercie mais vraiment infiniment pour les retours sur ma dernière vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une prochaine vidéo. C'était Juliette et on se retrouve très bientôt. Bye!